Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. La ministre s'est exprimée hier devant les sénateurs de la commission de l'aménagement du territoire sur un sujet qui est extrêmement important pour les sénateurs, celui des déserts médicaux. Ce sujet est important notamment pour le président de la commission, le sénateur UC Hervé Moret, qui juge que la politique incitative qui a été menée ces dernières années en la matière n'a absolument pas montré ses preuves. Lui réclame des mesures coercitives afin de régler le problème des déserts médicaux. La ministre, elle, y est fermement opposée. Elle prend notamment l'exemple de l'Allemagne où les mesures coercitives ont mené les médecins allemands à s'installer sur des territoires périurbains. Comme quoi, il y a toujours un moyen de contourner la loi. Au cœur de la stratégie d'Agnès Buzyn, il faut d'abord augmenter le nombre de médecins avec notamment la possibilité de réformer le numerus clausus. C'est une mesure qui a été annoncée cette semaine par le Premier ministre Édouard Philippe. Également au cœur de sa stratégie en matière d'offres de soins, le partage du temps médical avec les zones sous-dotées, le développement de la télémédecine ou encore celui des maisons de santé, des mesures que l'on connaît déjà depuis de nombreuses années. Tout de suite donc, retour à l'audition d'Agnès Buzyn. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu une journée, aménagement du territoire, parce que ce matin, on a auditionné votre collègue, monsieur de Normandie, sur les problèmes de couverture numérique du territoire. Cet après-midi, on va bien sûr vous écouter sur la question de l'accès aux soins. Je crois que ces deux thèmes sont des sujets tout à fait majeurs pour l'aménagement du territoire et plus largement pour les territoires. Vous le savez, notre commission est très mobilisée sur la question de l'accès aux soins et de la désertification médicale. Le premier thème qu'a créé notre commission lorsqu'elle a été créée en 2012, le premier rapport d'information que nous avons commis, c'était justement sur ce sujet. C'était en 2013. Nous avions présenté un rapport d'information qui s'appelait « Déserts médicaux, agir vraiment ». C'était il y a 5 ans. Nous avions à l'époque proposé 16 mesures pour tenter d'enrayer cette évolution qui était déjà tout à fait préoccupante à l'époque. Certaines ont eu un écho timide. Je pense au développement de la télémédecine, je pense à l'allongement de la durée d'activité des médecins, je pense à la question du transfert d'actes entre professionnels de santé. D'autres, malheureusement, ont eu aucun écho. C'est le cas notamment de la proposition que nous faisions pour mieux évaluer et réorienter les aides à l'installation. Ça n'a pas été fait. Nous proposions également une réforme des études de médecine, puisqu'aujourd'hui, force est de constater que l'on forme davantage des praticiens hospitaliers ou des futurs praticiens hospitaliers que des médecins de ville ou a fortiori des médecins de campagne. Et bien sûr, nous en reparlerons, nous proposions déjà à l'époque un système de régulation à l'installation des médecins. Quelques années plus tard, en 2015, notre collègue Jean-François Longeot avait été nommé rapporteur pour avis du projet de loi de modernisation du système de santé qu'avait présenté votre prédécesseur, et il nous avait proposé un certain nombre d'amendements que nous avions dans notre commission adoptés à l'unanimité. Parmi ces amendements, il y avait la mise en place d'un système d'apprentissage, dont il dira certainement un mot tout à l'heure, et, j'allais dire bien sûr, l'idée du conventionnement sélectif auquel nous sommes attachés dans cette commission. Ces propositions adoptées à l'unanimité par la commission, comme je l'ai indiqué, n'ont pas été au-delà de notre commission et n'ont pas prospéré dans l'hémicycle. Parce que, et vous le savez, Madame la Ministre, depuis 25 ans, les gouvernements successifs ne veulent pas sortir d'une politique purement incitative dont on mesure pourtant chaque jour les limites, d'une politique onéreuse et qui, malheureusement, n'est pas efficace. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 148 cantons où il n'y a plus aucun médecin généraliste. Il y en avait 91 en 2010. Il faut, selon les chiffres dont on dispose, mais peut-être en aurez-vous d'autres, puisque la DRES devait présenter un rapport à la fin de l'année 2017 que nous n'avons pas encore, sur les délais, je crois, pour obtenir un rendez-vous. Mais d'après les derniers chiffres que j'ai pu trouver, il faut en moyenne 18 jours pour un rendez-vous avec un pédiatre, 40 pour un rendez-vous avec un gynécologue et 133 jours pour un rendez-vous avec un ophtalmologiste. Et selon un sondage, près de 70% des Français, 64% exactement, ont renoncé à se faire soigner compte tenu des délais pour obtenir un rendez-vous.
Alors vous le savez, puisqu'on s'était rencontrés peu de temps après votre prise de fonction, j'avais personnellement beaucoup d'espoir dans ce gouvernement et dans les annonces du Premier ministre qui très tôt avait dit que la lutte contre la désertification médicale était une priorité. Et vous le savez, puisque je l'ai clairement exprimé et que je le redis aujourd'hui, j'ai été évidemment déçu de voir finalement un dispositif que vous allez nous présenter, et peut-être allez-nous nous convaincre du fait que c'est le bon dispositif, mais jusqu'à présent, j'ai le sentiment que ce dispositif, finalement, il s'inscrit dans la droite ligne de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire des mesures essentiellement incitatives et des mesures qui, à mon sens, ne sont pas de nature à relever le défi auquel sont confrontés aujourd'hui nos territoires, les élus et les citoyens. Alors j'ai lu récemment, je ne sais pas si c'est exact, que le Premier ministre aurait annoncé un texte sur les déserts médicaux. Je ne sais pas si c'est exact, j'ai lu ça dans un journal. Si oui, est-ce que ce texte va enfin prendre des mesures de nature à faire face à la situation que je rappelais il y a quelques instants. Voilà, Madame le Ministre, quelques mots que je voulais dire avant de vous céder la parole. J'ai déjà beaucoup de collègues, vous voyez, ils sont nombreux aujourd'hui à être présents, qui ont manifesté le souhait de vous interroger. Donc nous allons vous écouter et ensuite, si vous le voulez bien, je donnerai la parole à mes collègues. Merci, Monsieur le Président. Merci de cette invitation. Et évidemment, si l'enjeu de répondre aux besoins de nos concitoyens, nous le partageons, à l'évidence, nous ne partageons pas tout à fait les solutions. La raison pour laquelle nous ne partageons pas la solution avec votre commission et votre rapport, c'est parce que la situation de la médecine n'est pas une situation aussi simple qu'un simple aménagement du territoire. Il s'agit aujourd'hui, en ce qui concerne les médecins, d'une profession sous tension démographique, dont la démographie est plutôt en décroissance. Elle va l'être jusqu'en 2025, parce que les décisions sur le numerus clausus n'ont pas été prises à temps. Vous savez qu'il faut entre 10 et 15 ans pour former un médecin, et que dans les années 90, le numerus clausus était extrêmement restreint, autour de 3 à 4 000 médecins par an. C'était une politique volontaire pour réduire le trou de la sécurité sociale. L'objectif, c'était qu'avec moins de médecins, on fasse moins d'actes. Et personne n'a anticipé, d'abord, le vieillissement de la population, l'accroissement des pathologies chroniques, le mode d'exercice des médecins qui s'est considérablement transformé du fait, d'une part, de la féminisation de la population, mais pas seulement. Les jeunes médecins, même masculins, veulent une meilleure articulation tant professionnelle, tant personnelle. Et quand on a réagi sur le numerus clausus, on a réagi trop tard. Alors aujourd'hui, le numerus clausus, il a été plus que doublé. Donc depuis les années 2005, nous sommes à 8 000 médecins par an formés. Et donc la démographie médicale va décroître jusqu'en 2025, enfin elle va être faible jusqu'en 2025 et elle va réaugmenter de façon importante à partir de 2025 du fait des 8 000 médecins par an formés depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et donc dans les années 2030-2035, la démographie médicale va être croissante. Nous avons donc un creux d'une dizaine d'années, très difficile, et nous devons trouver des moyens intelligents pour répondre à l'enjeu des besoins de santé de la population. La profession médicale n'est pas tout à fait une profession comme les autres. D'abord, elle tient énormément à cette liberté d'installation, mais ça n'est pas pour moi l'unique problème. Il y a eu des tentatives de régulation des professions médicales dans un certain nombre de pays du monde. En Allemagne, au Canada, notamment l'Allemagne avait exactement le même problème de désertification médicale que la France. Et il y a une dizaine d'années, ils ont fait une politique d'installation coercitive, ce qui est proposé. Et en fait, ça aboutit à réduire l'installation en zone bien dotée, augmenter l'installation des médecins en zone périurbaine, mais ça n'a absolument pas joué sur les zones désertifiées. Parce qu'en fait, les médecins ont contourné l'obligation d'installation et se sont mis toujours à la périphérie des zones surdotées. Autre problème aujourd'hui, je pose régulièrement la question aux élus, j'aimerais savoir quel élu considère qu'il est en zone surdotée.
en médecins pour considérer qu'il ne faut plus de médecins dans son territoire pour accroître la quantité de médecins dans le territoire avoisinant. Et quand on pose la question, peu d'élus lèvent la main. Même les élus parisiens, parce que Paris devient même un territoire difficile en termes d'accès à certains spécialistes. Vous avez parlé des gynécologues ou des ophtalmologistes, c'est une question d'anticipation des besoins en professionnels de santé qui n'a pas été faite à temps. Et donc, en dehors de 2-3 villes en France où on peut vraiment considérer qu'on est surdoté, mais je ne pense pas qu'en déshabillant Nice, nous allons pouvoir réhabiller l'ensemble du territoire français. Troisième problème, les professions médicales, elles terminent leurs études entre l'externat et l'internat au plus tôt à l'âge de 30 ans. Et à l'âge de 30 ans, beaucoup de femmes ont fait leur vie. Elles sont mariées, elles ont parfois des enfants, terminent à 30, 31, 32 ans. Et au moment de s'installer, eh bien, elles ont un époux, elles ont une situation dans un endroit donné. Et il n'est pas facile de les obliger à aller s'installer dans un endroit où ils ne veulent pas aller. Et je ne pense pas qu'aux femmes, il y a les homms aussi. Quand un territoire n'est pas attractif pour un médecin, il l'est encore moins pour son époux quand il doit chercher du travail. Et donc, c'est un problème d'attractivité générale des territoires et pas d'obligation d'installation. Et que font ces femmes, que feraient ces femmes ou ces hommes si on avait cette règle coercitive d'installation? Eh bien, il est fort à parier qu'ils prendraient des postes salariés, parce que nous manquons d'énormément de médecins salariés, nous manquons de milliers de médecins du travail, de milliers de médecins scolaires, nous avons besoin de médecins dans l'industrie, et je vous rappelle qu'en plus, près d'un quart des médecins n'exercent pas la profession médicale à la fin de leurs études de médecine et trouvent d'autres orientations. Donc on est face à une profession qui a ses spécificités, qui ne sont pas celles des infirmières. Les infirmières, par exemple, il y a eu une régulation coercitive, mais c'était une profession surdotée. En fait, on forme énormément d'infirmières, on en a formé énormément. Elles terminent leurs études à l'âge de 21 ans ou 22 ans, c'est 3 ans d'études. À 21 ans, 22 ans, on peut encore espérer orienter des personnes sur leur lieu d'installation. Les médecins ont donc une spécificité et à partir du moment où ils sont démographiquement en faible nombre, et ça c'est ce que montrent toutes les études internationales, il va être très difficile de les obliger à s'installer. Ils auront plein de moyens d'éviter, de contourner cette régulation. Alors qu'est-ce que nous avons proposé avec le Premier ministre? Donc, nous avons présenté un plan le 13 octobre qui visait à changer de paradigme. Et pas plus que la coercition, je crois à l'incitation. Je crois que l'incitation, elle a des effets d'aubaine. On l'a vu pour beaucoup de professionnels qui venaient d'ailleurs de pays qui étaient formés à l'étranger. Elle a des effets d'aubaine. Elle n'a pas montré, vous l'avez dit dans votre rapport et dans pas mal de rapports, elle n'a pas montré une efficacité exemplaire. Et en fait, nous considérons qu'aujourd'hui, c'est un problème d'organisation des soins et qu'il est important qu'un médecin soit sur le territoire et donne du temps médical sur un territoire sans forcément l'obliger à dormir dans le village où il va donner du temps médical. Donc, premier changement de paradigme, nous souhaitons exporter du temps médical sur les territoires. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a abandonné, évidemment, les options incitatives, nous les maintenons, mais nous ne pensons pas que ce soit l'alpha et l'oméga, pas plus que la coercition, pour équiper les territoires en temps médical. Donc, par contre, nous avons des mesures fortement incitatives pour que les médecins du bassin de vie autour du territoire sous-doté aillent donner du temps médical. Et le deuxième changement de paradigme, c'est que nous pensons que dans les maladies chroniques notamment, beaucoup de pathologies pourraient bénéficier d'un suivi partagé avec d'autres professionnels de santé, notamment grâce à des infirmières qui pourraient avoir des délégations de tâches. C'est ce que font aujourd'hui les maisons de santé pluriprofessionnelles. Elles organisent avec les autres professionnels de santé paramédicaux de la maison des délégations de tâches permettant le suivi, par exemple, de diabète ou de traitements anticoagulants qui ne nécessitent pas forcément une consultation médicale. Donc, deuxième changement de paradigme, favoriser les coopérations interprofessionnelles pour couvrir un territoire sous-doté. Troisième changement de paradigme, libérer la télémédecine, ça raccourcira les délais notamment de consultation en dermatologie par exemple, où on voit bien que c'est une problématique d'accès aux soins également. Et donc nous faisons rentrer la télémédecine, que ce soit la téléconsultation et la téléexpertise,
dans le droit commun, et aujourd'hui ces consultations font l'objet d'une négociation conventionnelle avec les médecins libéraux pour avoir un tarif et pour pouvoir se mettre en œuvre dès la rentrée 2018. Donc 3 changements de paradigme: ne pas penser installation mais temps médical donné au territoire, ne pas penser que temps médical mais temps de professionnels de santé avec des organisations pluriprofessionnelles. C'est en gros ce que proposent les maisons de santé pluriprofessionnelles aujourd'hui, et c'est ce que nous allons évidemment développer. Permettre également à des médecins qui ne veulent pas partir à la retraite tout de suite ou acceptent de réduire progressivement leur temps de travail, de cumuler emploi-retraite. Nous avons quadruplé les possibilités de cumul emploi-retraite dans le PLFSS. Nous avons beaucoup augmenté le coût des consultations projetées dans les territoires sous-dotés. Un ophtalmo ou un médecin généraliste qui aujourd'hui va donner une journée de consultation en territoire sous-doté dans une maison de santé ou dans un cabinet libéral, sa consultation a un prix survalorisé de 25%. Voilà des mesures. Nous avons 25 mesures incitatives dans le plan d'accès aux soins qui va permettre ces organisations innovantes. Enfin, dernier changement de paradigme, nous pensons que tous les territoires doivent se mobiliser. Nous avons demandé aux ARS d'organiser avec leurs délégués territoriaux, avec les élus de chaque territoire, avec les URPS et les CPTS, qui sont les communautés de professionnels, de faire des réunions de travail, de façon à voir comment, pour chaque territoire sous-doté, ils vont trouver la réponse appropriée en termes d'organisation pour répondre aux besoins. Notamment, pourquoi? Parce que chaque territoire est différent. Il est évident que les besoins dans un territoire rural très isolé vont être totalement différentes des besoins en zone périurbaine où le frein à l'installation peut être la violence ou l'insécurité. Les réponses qu'on va pouvoir donner à ces territoires ne sont pas les mêmes. Et enfin, en termes d'offres de soins, nous savons qu'il y a des territoires où il y a beaucoup de médecins libéraux, très peu d'hospitaliers. Au contraire, d'autres où il y a une offre de soins en établissement et très peu de médecine libérale. Et donc, nous proposons ici, dans le plan d'égal accès aux soins, des temps partagés entre les hôpitaux et la médecine libérale, avec notamment des postes d'assistants partagés, mi-temps, obligeant ces médecins hospitaliers à aller donner du temps médical dans les territoires sous-dotés. Et enfin, parce que vous l'avez signalé en termes de formation médicale, nous promouvons tout ce qui est stage ambulatoire en médecine libérale, en médecine rurale, avec une aide pour les externes et pour les internes, afin qu'ils s'approprient l'intérêt de la médecine libérale de premier recours. Et donc, toutes ces aides figurent évidemment dans le plan d'égal accès aux soins. Voilà. J'en ai fini avec mon propos liminaire. Je suis prête à répondre à vos questions. Merci, Madame la Ministre. Je vais donner la parole à mes collègues qui ont souhaité s'exprimer. Je me permettrai juste 4 remarques. La première, dans notre commission, nous n'avons jamais prôné la coercition, mais la régulation. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous le savez, la coercition, c'est obliger quelqu'un à aller quelque part. La régulation, comme ça existe, vous l'avez rappelé en Allemagne, et comme ça existe pour nombre de professionnels de santé, c'est simplement par un certain nombre de mesures faire en sorte que les médecins aillent plutôt à un endroit qu'à un autre, mais sans être obligés à le faire. Deuxièmement, quand vous dites que les zones surdotées, ça n'existe pas, j'avoue que j'ai été très étonné pour mesurer mes propos quand je vous ai entendu déclarer ça dans l'hémicycle. Parce que la notion de zone surdotée, c'est pas nous qui l'avons inventée, c'est une notion qui est reconnue par les ARS. Et on sait très bien qu'il y a quantité de régions où vous avez un rendez-vous avec un spécialiste, quantité j'exagère, mais qu'il y a un certain nombre, non pas de régions d'ailleurs, mais de zones géographiques où vous avez un rendez-vous du jour au lendemain, quand ailleurs vous devez attendre des mois. Et pour prendre l'exemple de ce quartier de Paris, je peux vous obtenir un rendez-vous demain matin avec un ophtalmologiste. Et la plupart de mes collègues, je pense, vont se faire soigner à Paris plutôt que dans leur département. Donc dire que la notion de zone surdotée n'existe pas, ça ne me paraît pas exact. Troisième remarque, quand vous dites qu'il y a un problème par rapport au nombre de médecins, je crois que le problème, ce n'est pas le nombre de médecins, mais la répartition, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Et dernière remarque, parce que je ne veux pas être trop long compte tenu du nombre de demandes de parole que j'ai déjà notées, dernière remarque, vous rappelez le principe de liberté d'installation. Très bien. Cette question a été posée en Allemagne, puisque la liberté d'installation était inscrite dans la Constitution. Et la Cour constitutionnelle allemande a considéré que même si la liberté d'installation avait une valeur constitutionnelle en Allemagne, ce qui n'est pas le cas en France, il y avait quelque chose de bien supérieur à tout cela qui s'appelle l'intérêt général.
Et je crois qu'il serait temps, quel que soit le respect que j'ai pour la profession médicale, que cette profession aussi considère que l'intérêt général est supérieur à toute autre notion, y compris la liberté d'installation. Monsieur Dagbert. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Merci de venir devant notre commission aménagement du territoire. Mais le Président y a insisté beaucoup. La journée est consacrée pleinement aux auditions qui traitent de l'aménagement du territoire et notamment dans cette discipline qu'est le recours aux soins. Cela prend une dimension tout à fait particulière. Nous avons, depuis de nombreuses années, beaucoup entendu parler de démocratie sanitaire. Et les élus locaux que notre Assemblée représente ont pris toute leur part à ces débats et à essayer de répondre à nos concitoyens. Mais vous le savez, l'opinion publique a beaucoup évolué. Et si aujourd'hui on donne la température qu'il fera demain, on donne également la température ressentie. Et un certain nombre de nos territoires, vous avez beau leur dire que le nombre de médecins est suffisant, s'ils ont le sentiment d'être les laissés pour compte, eh bien, c'est le sentiment qu'ils ont. Et j'appartiens à un département qui est plus que millionnaire, le Pas-de-Calais, avec 1 400 000 habitants, dépourvu de centres hospitaliers universitaires et qui voit aujourd'hui des centres hospitaliers publics qui se voient contraints. Et là, c'est l'ARS qui prend cette responsabilité, mais je la comprends, qui se voit contrainte de fermer un certain nombre de services, et non des moindres. Le CH de Beuvry voit son service de cardiologie fermé. Le service de pneumologie du centre hospitalier de Lens voit son service de pneumologie fermé. Et tout cela, tout simplement parce que les médecins spécialistes n'en peuvent plus d'exercer dans les conditions où ils exercent. Pourquoi ? Tout simplement parce que la médecine de ville est défaillante et que nous avons en face de nous une population qui a eu des habitudes de consommation médicale, à l'époque où les médecins étaient salariés par une entreprise nationale et le régime de sécurité sociale qui y était adjoint, la Carmi aujourd'hui, le régime minier qui irriguait l'ensemble du territoire avec des médecins salariés, tout cela a vécu et aujourd'hui la population se sent orpheline de ce dispositif et par conséquent aujourd'hui c'est un cri d'alerte que je pousse parce que sur les arrondissements de Lens et de Béthune qui sont à eux deux plus peuplés qu'un tiers des départements français, vous êtes en présence de plus de 650 000 habitants. Les 3 agglomérations, les élus locaux ont pris leurs responsabilités, se sont mis en pôle métropolitain. Je vous demande, Madame la Ministre, de faire en sorte que Madame la directrice de l'ARS, parce que nous sommes dans un contexte politique très particulier, vienne expliquer en quoi elle peut répondre à l'attente de la population sur ces questions au niveau du pôle métropolitain, étant entendu que dans une autre configuration, cela pose d'autres problèmes d'ordre plus politique. Merci. Je vous demanderai d'être bref parce qu'on a beaucoup de demandes de prise de parole. Monsieur Medevielle. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, de venir devant notre commission. Nous allons faire un grand écart géographique. Moi, je viens d'une zone sous-dotée des Pyrénées. Les problèmes sont les mêmes. Lors de l'inauguration de l'IRM de l'hôpital de Saint-Gaudens, sous-préfecture donc de notre département, le professeur Larin, 94 ans, un des pères du SAMU en France, a quitté son fauteuil roulant, momentanément, pour monter sur la tribune, brandir un poing rageur et clamer des soins égaux pour tous. Ce sont des belles paroles, mais nous nous éloignons à vitesse grand V, hélas. Et en dépit des annonces répétées, la situation sur le terrain continue de se dégrader. L'accès aux soins recule dans notre pays et nous sommes à l'aube d'une catastrophe sanitaire, ça je crois que je n'ai pas peur de le dire. La présence et la disponibilité des médecins généralistes donc, sont les premières conditions de l'accès aux soins. Je prendrai l'exemple, je reviens sur Saint-Gaudens, 26 généralistes en 2010, aujourd'hui 10 de perdus et prévision pour 2020, 8 généralistes. On passe de 26 généralistes à 8. Et vous doutez de la situation invivable de ceux qui restent sur place, qui travaillent de 6 h du matin à 11 h du soir, qui passent les 60 actes par jour, pour certains. Donc nous comprenons que vous souhaitiez éviter un conflit avec les syndicats des médecins, l'ordre, et que votre ligne rouge soit la coercition. Mais à force de céder sans cesse au corporatisme médical,
Et à reculer face aux décisions difficiles, les déserts médicaux gagnent de plus en plus de terrain. Parmi les mesures que vous avez proposées pour faire face à ce phénomène, la plus effective, me semble-t-il, est le doublement des maisons de santé. Nous ne doutons pas de votre volonté d'avoir une répartition harmonieuse de ces maisons de santé sur le territoire, ainsi qu'un remplissage effectif. Mais n'est-ce pas un premier pas vers la régulation dont ne voulez pas entendre parler? Bien répartir les maisons et les remplir. Madame la ministre, donc mes questions, il y en a 3, dont l'ordre, les syndicats, la profession, ils reconnaissent eux-mêmes. J'ai des auditions avec les URPS d'Occitanie, Midi-Pyrénées, ayant échoué sur la couverture du territoire. N'est-ce pas aux législateurs de prendre ses responsabilités? Car en cas de crise sanitaire, nous serons mis devant nos responsabilités. Comptez-vous faire passer l'intérêt des médecins devant l'intérêt de la population? Ne pensez-vous pas qu'au-delà du numerus clausus, il serait grand temps d'isoler une filière de généralistes dès la première année, avec des critères de sélection plus pragmatiques que les QCM, les fameux QCM du concours de première année? J'ai noté qu'en Roumanie, en première année, puisque j'ai beaucoup de Roumains sur mon territoire, et heureusement, on fait des stages en urgence, on fait des stages en SAMU, on fait des stages en maison de retraite, et on voit vraiment les vocations. Et enfin, pourquoi ne pas reconnaître des exemples de régulation réussie, comme l'implantation des pharmacies sur notre territoire? C'est le plus bel exemple de la réussite de la régulation, Madame la Ministre. Merci, Monsieur Medevielle. Monsieur Vaspart. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je rejoindrai ce qu'a dit notre Président, parce que je crois qu'il y a une grande convergence de vues ici dans cette commission. Nous sommes là, nous, des sénateurs, représentants des territoires, avec évidemment pour mission aussi de défendre nos territoires. Et en ce qui concerne tout ce qui est médical et installation médicale, ça n'est pas qu'un problème du ministère de la Santé, c'est aussi, à mon avis, un problème du ministère de l'Aménagement du Territoire. C'est les deux à la fois. Et c'est sûrement la raison pour laquelle nous sommes aussi prégnants sur ce sujet. Je voudrais vous dire que j'ai eu l'occasion d'intervenir, malheureusement c'était un vendredi après-midi, très tard, pour présenter un amendement. Il ne s'agissait pas de coercition. Il s'agissait simplement, et vous m'aviez d'ailleurs répondu que vous ne saviez pas ce que c'était qu'un secteur surdoté ou qu'un secteur sous-doté. Eh bien, je vais vous dire, allez voir les ARS en région, elles ont les cartes. Il y a des cartographies dont on a connaissance, avec les secteurs surdotés et les secteurs sous-dotés. Moi, voyez-vous, j'ai beaucoup de mal à accepter et même à comprendre la logique qui consiste à accepter que des jeunes médecins s'installent dans des secteurs surdotés alors qu'ils sont conventionnés. Ça me pose un problème de fond, alors qu'il y a des secteurs où il n'y a pas de médecins. Je ne parle pas des médecins qui ne sont pas conventionnés. Ils s'installent où ils veulent, peu importe. Donc on ne leur dit pas, Madame, Monsieur, vous allez vous installer à tel endroit. On leur dit, Mesdames, Messieurs, il y a en France une dizaine de secteurs surdotés. Vous ne pouvez pas vous installer où vous voulez, mais vous ne vous installez pas sur ces secteurs surdotés. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, me gêne un peu. Vous me dites, on va déshabiller les secteurs surdotés. Bien sûr que non. Il ne s'agit pas de déshabiller les secteurs surdotés. Dans notre amendement, on disait même qu'il était possible de remplacer les médecins par un médecin qui partait en retraite ou qui quittait le territoire. Donc véritablement, je crois qu'on commet, de mon point de vue, une erreur, et on a même le sentiment, qui est assez désagréable, et nos concitoyens l'ont, que c'est les médecins qui décident. Monsieur Longeau, à qui j'aurais dû donner la parole plus tôt, j'ai inattentif. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Madame la Ministre, moi je crois que dans ce domaine de déserts médicaux ou de secteurs où il y aurait plus de médecins que prévu, je crois que, vous m'excuserez de dire ça, mais je pense qu'il ne faut pas que nous prenions le problème dans ce sens-là. Il ne faut pas qu'on oppose les endroits qui, soi-disant, sont surdotés avec les endroits qui sont sous-dotés. Et je crois que mon collègue M. Gaspard vient de le dire, dans les propositions que l'on avait faites, c'était pas de dire il faut stopper l'installation des médecins dans les endroits où il semblerait qu'ils soient des endroits surdotés. Je crois qu'il fallait regarder pour éviter, effectivement, après le départ d'un médecin, de le remplacer par 2, par 3, par 4
et on avait fait une proposition qui était un remplacement d'un médecin par un remplacement d'un médecin. Je crois que c'est vraiment très important et c'est, si vous voulez, quelque chose qui, effectivement, pose un certain nombre de problèmes. Je crois qu'il y a aussi un certain nombre de problèmes on va augmenter le numerus clausus. C'est vrai, vous l'avez dit, mais ça aura des conséquences dans 10 ans, dans 15 ans. Mais la difficulté, c'est qu'on a toujours aujourd'hui 25% d'étudiants en médecine qui ne vont pas jusqu'au bout et qui arrêtent. Et puis on a quand même des territoires qui sont sous-dotés, avec des gens qui aujourd'hui ne bénéficient d'aucun soin. Non pas parce qu'ils n'ont pas ni d'assurance sociale, ni de mutuelle complémentaire, ni autre, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas de médecin. Et je pense que c'est important, cette régulation, et pas effectivement cette coercition, mais comme l'a dit Pierre Medevielle, ça a été fait dans les officines de pharmacie, et je pense qu'on a aujourd'hui une desserte qui est correcte, et on ne peut pas, parce qu'en plus on est confronté à plusieurs problèmes. Je sais que vous êtes allé à Pontarlier dans le Haut-Doubs, il s'est mis en place un certain nombre de projets, mais on est confronté aussi à d'autres problèmes. C'est qu'il y a, en plus de certains endroits qui sont des déserts médicaux, qui sont amplifiés par le fait que derrière, on est à la limite d'un pays comme la Suisse, où la Suisse, j'ai fait passer cette note au président Moret, où vous avez des chasseurs de tête qui écrivent, c'est un médecin retraité d'ailleurs qui me l'a donné, en disant venez chez nous parce que nous on va vous donner beaucoup plus d'argent, on va mieux vous rémunérer, on va mieux vous installer. Et donc on est dans les territoires qui sont des territoires déjà sous-dotés, on est 2 fois pénalisé parce qu'on n'a plus d'installation de médecins, et puis quand on en a, eh bien, ils vont dans le pays voisin. Voilà, je pense que c'est vraiment un problème qu'il faut que l'on prenne en compte, et il faut qu'à un moment donné on puisse essayer de se dire que nous sommes des parlementaires et nous sommes là pour essayer d'engager un certain nombre de choses pour qu'il y ait un aménagement du territoire qui soit cohérent et qui réponde peut-être pas non plus à l'attente de tout le monde parce qu'on n'y arrivera pas, mais qui réponde au maximum à l'attente de nos concitoyens. Merci. Merci, Monsieur Houllegatte. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre. Je ne voudrais pas poursuivre ce tour de France des pleurs et des grincements de dents, mais si ce n'est que pour ajouter, je dirais, le son d'un Normand et d'un Cherbourgeois, je dirais, à la préoccupation de la situation actuelle. Néanmoins, avec optimisme, j'ai pu constater qu'au cours de ces 2 derniers jours, où un certain nombre de lignes avaient bougé. Le premier, donc, concernant le numerus clausus, alors même si les effets, bien évidemment, ne vont pas se faire sentir à court terme, c'est quand même un signe fort qui a été donné notamment par le Premier ministre, d'une réflexion donc sans tabou sur les études supérieures de médecine et en particulier sur le numerus clausus. Juste un tout petit rappel des chiffres par rapport au numerus clausus. Il faut savoir que certes, il était tombé à 3500 en 1993, mais il était auparavant en 1977 de 8700 et qu'on n'a pas rattrapé la situation de 1977 alors que la population elle-même, depuis cette époque, a bougé et a évolué de plus 22%, au point même qu'à l'heure actuelle, on a quand même 1500 diplômés hors de France qui viennent exercer dans notre pays leur activité. Et parfois, ce sont des Français, d'ailleurs, qui ont contourné, si on peut dire, les difficultés d'accéder à la 2e année de médecine. Donc, est-ce que vous pouvez nous confirmer donc, les propos de Monsieur le Premier ministre sur cette réflexion sans tabou qui va s'ouvrir sur le numerus clausus? Et puis, la deuxième chose, c'est la tarification à l'activité. Donc, il est à signaler, je ne sais pas si vous l'avez confirmé, mais que le déficit des hôpitaux publics est quand même à peu près de l'ordre de 1,5 milliard cette année, qu'un certain nombre d'hôpitaux, celui de Cherbourg en particulier, sont dans des situations catastrophiques, ils n'arrivent plus à honorer leurs charges sociales. Est-ce qu'il va y avoir un plan d'accompagnement en attendant la révision de cette T2A pour les établissements en difficulté qui sont déjà et ont déjà été soutenus par le passé, bien évidemment, par l'État? Merci, Madame Sollogoub. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais quand même refaire un tout petit peu le tour de France. Moi, je suis élue dans la Nièvre. C'est un département où actuellement les patients qui sont en situation d'urgence risquent désormais leur vie. Donc, imaginez bien que nous sommes très alarmés.
Par contre, je vais me permettre de citer aussi ce qu'avait dit le président de l'Ordre national des médecins à l'occasion de la campagne des présidentielles. Il avait dit il faut former les médecins dont nous avons besoin dans les territoires et non les internes dont les centres hospitaliers ont besoin. Vous nous l'avez dit, Madame la Ministre. Et donc, puisqu'on revient à ce problème de formation, je vais rejoindre mon collègue. Il y a un problème avec ce concours de médecine. Moi, j'ai le sentiment profond que de même que toutes les formations d'excellence, les jeunes qui sont en milieu urbain sont favorisés par rapport aux jeunes ruraux pour des raisons matérielles, pour des raisons de transport, pour des raisons financières. La plupart d'ailleurs s'autocensurent et ne passent même pas les concours, si bien que, alors je ne sais pas si des chiffres existent pour savoir au niveau du concours combien d'urbains réussissent par rapport aux ruraux. C'est pas pour les opposer, mais c'est simplement pour dire que je vois pas comment des jeunes qui ont grandi, passé toute leur vie dans des villes où ils ont leurs attaches, auraient tout d'un coup une vocation pour aller exercer de la médecine générale dans des patelins au fin fond de la Nièvre. Donc voilà, c'est une simple question que je pose. Et si mon soupçon se confirme, à ce moment-là, il faudrait pouvoir redonner plus de facilité à ces jeunes et peut-être ramener vers eux, enfin nous on demande une PACES éventuellement ou des formations de proximité qui leur permettraient d'accéder à la deuxième année ou une régionalisation du numerus clausus, mais des manières de ramener, de redonner des chances plus grandes aux jeunes ruraux pour qu'après ils reviennent s'installer dans les territoires, parce que sinon il n'y a aucune raison pour qu'ils y aillent dans ces conditions. Je vous remercie beaucoup. Merci Madame Préville. Passe dans le Lot maintenant. Oui, oui, voilà. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Et oui, le désert médical avance et je vais vous parler d'un territoire très rural et d'un cas concret puisqu'il s'agit du Lot. Et oui, les faits sont têtus. Donc j'attire votre attention sur un courrier que vous avez reçu émanant de la part d'une commune du nord du Lot, Cressensac, qui sont face à une situation extrêmement grave. Les deux médecins partent à la retraite cette année. Donc, ils n'ont pas trouvé de successeur, bien évidemment. Les médecins proches qui sont à 20 minutes ne peuvent pas suivre les patients car ils sont débordés. Et de plus, ils émettent l'idée que les nouveaux médecins ayant de nouvelles exigences d'horaire, c'est plutôt 3, sinon 4 médecins dont ils auraient besoin. En dehors de la crise sanitaire évidente en perspective à venir, la commune a investi énormément pour attirer de nouveaux couples. École, crèche, RAM, médiathèque. Elle s'est dotée d'une maison de santé pluridisciplinaire avec kiné, infirmière, etc. Et ça s'est produit comme ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils ont des installations de nouveaux couples. Or, que va-t-il advenir de cette commune et des 27 communes, des petites communes environnantes qui venaient se faire suivre par ces deux médecins ? Cette attractivité donc ils ont réussi à créer va subir un coup d'arrêt et la revitalisation également. La demande des élus, puisqu'ils vous ont adressé un courrier, est la suivante. Les pouvoirs publics doivent imposer une logique de solidarité collective aux médecins. Il ne s'agit pas de coercition, mais il s'agit d'une logique de solidarité collective. C'est en effet certainement, comme l'ont déjà évoqué d'autres collègues, la seule sortie possible, la seule sortie de crise. Il faut du courage et comme cela a déjà été évoqué, j'évoquerai aussi le problème de la formation. Parce que pour moi, le numerus clausus n'est pas la seule problématique. C'est effectivement de savoir, et là aussi des chiffres m'auraient intéressé, de savoir actuellement combien on a parmi les médecins qui sortent de formation, quel est le pourcentage d'enfants, d'ouvriers et d'agriculteurs qui deviennent médecins. Pour moi, je pense que c'est inférieur à ce qu'on a pu connaître il y a quelques dizaines d'années. Et effectivement, ça pose le problème de l'installation après, puisque issus des territoires, ils auraient certainement envie d'y retourner. Et puis, donc, une dernière remarque. Ayant été professeur toute ma vie, les médecins ne sont pas n'ont pas spécifiquement d'autres désirs que les autres. Seulement, les professeurs, on leur impose, ils sont nommés. Et donc, je ne vois pas où est le problème. Et heureusement, d'ailleurs, que les professeurs sont nommés, parce que sinon, vous n'auriez pas des professeurs partout. Ça, c'est évident. Voilà. Dernière petite chose, les mesures incitatives, je voulais juste attirer l'attention. Oui, les mesures incitatives sont très coûteuses pour la société. Et donc, pour moi, cela pose problème, effectivement. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. Je crois que ce serait effectivement intéressant d'avoir les chiffres que vous demandez sur les origines socio-professionnelles et géographiques des médecins, parce que je pense effectivement que les inégalités en la matière se creusent également. Madame Tocqueville. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre d'être aujourd'hui devant notre commission. Moi je suis Seine-Maritime et je ne vous parlerai pas de la Seine-Maritime. Un problème plus général. Bon, on voit bien qu'il n'existe pas de solution miracle et il faut s'orienter, je pense, vers un mix médical pour utiliser une terminologie d'habitude adaptée à la transition énergétique. Vous avez dit, Madame la Ministre, qu'il fallait garantir un égal accès aux soins dans les territoires. Et parmi les objectifs, la téléconsultation et la téléexpertise doivent être généralisées. Or, ce matin, nous avons auditionné Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, qui a expliqué les engagements qui sont pris par le gouvernement et qui doivent aboutir à une réduction de la fracture numérique qui, malheureusement, souvent recouvre la fracture territoriale. Parmi les 4 priorités, j'ai retenu la priorité numéro 2, qui consiste en la mise en œuvre donc de la révolution numérique en santé pour abolir les distances. Mais cela suppose que tous les territoires puissent accéder effectivement à la télémédecine. Donc je voulais vous poser une question. Travaillez-vous avec les ministères en charge de ces dossiers et si oui, comment ? D'autre part, si les travaux engagés sur la télémédecine pour les patients résidant en EHPAD se poursuivent, a-t-on chiffré l'équipement de tous les EHPAD d'ici 2020, comme cela est énoncé dans cette priorité ? Reste aussi posée la problématique de la non-accession à un tel dispositif pour les personnes âgées maintenues à domicile, qui bénéficient d'une assistance ou pas, alors que précisément le maintien à domicile est préconisé et de plus en plus longtemps. Quelle forme pourrait prendre cette assistance? Est-ce que cela suppose aussi des compétences de la part des intervenants, souvent qui sont des salariés d'associations qu'il faudra ou faudrait former? Est-il envisagé ou envisageable de travailler avec les CCAS ou les commissions aux affaires sociales dans des petites communes, peut-être même avec le milieu associatif? De toute façon, je pense, demeure la problématique de l'accès à l'outil numérique pour une partie de la population, souvent âgée, isolée et qui risque d'être victime d'une sorte de double peine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jacquin. Merci, Président. J'ai apprécié vos propos énergiques sur la régulation et l'intérêt général. 2 questions, Madame la Ministre. En termes de régulation, les maisons de santé apparaissent comme aujourd'hui un équipement presque nécessaire et il n'y a pas véritablement de planification de celle-ci. C'est les territoires les plus dynamiques, les plus innovants qui posent leurs maisons de santé. Et on peut constater qu'elles jouent alors, lorsqu'elles sont bien échafaudées, un rôle d'aspirateur aux professionnels les plus dynamiques d'un secteur. Il me semble que cette concurrence devrait être mieux régulée, peut-être dans le cadre des SDASP, peut-être par les ARS, et inciter beaucoup plus certains secteurs. J'ai vu dans mon département échouer de très beaux projets de maisons de santé liés au fait que certains professionnels n'avaient pas envie de bouger et donc bloquer le dispositif local. Se pose aussi la question de l'appui en ingénierie de l'ARS. On vient de transférer en quelques années ces politiques de santé qui étaient des vraies politiques État aux territoires locaux. Dans certains cas, il y a un vrai problème d'ingénierie pour ces territoires. Ma deuxième question est relative au maintien à domicile et aux déserts médicaux. La crise récente des EHPAD a rappelé qu'un des problèmes montants du XXIe siècle était le grand âge. Les déserts médicaux, on l'a dit, cumulent bien souvent d'autres handicaps, le handicap numérique, celui de la mobilité, celui des services à la population. N'y a-t-il pas dans les endroits éloignés et hors influence des métropoles à avoir un plan plus offensif encore pour permettre à nos aînés de pouvoir choisir leur lieu de fin de vie? Merci. Merci, Monsieur Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, dans la presse du jour, vous avez fait état de la souffrance généralisée dans le monde hospitalier. Et je voudrais profiter de votre passage dans notre commission pour vous dire qu'effectivement, dans mon département, au centre hospitalier de Laval, la situation est très tendue, comme dans beaucoup d'établissements, et les déficits financiers importants, et beaucoup d'agents sont dans une fatigue morale et sont épuisés. C'est notamment le cas au service des urgences, qui est très sollicité dans un département qui est
comptabilisé comme étant un désert médical, forcément, il y a une sursollicitation du service des urgences de l'hôpital référent sur le département. Donc, comment vous allez pouvoir investir davantage dans les hôpitaux aujourd'hui, alors que vous annoncez des tarifs de rémunération des hôpitaux qui vont être en baisse, alors qu'il y a un besoin significatif d'investissement au centre hospitalier de Laval, aux urgences, comme dans l'ensemble du bâtiment, c'est plusieurs millions d'euros qui sont attendus. Donc, comment vous allez pouvoir injecter des fonds? Sur la question de la démographie médicale, moi j'entends bien votre argument comme quoi c'est un problème qui se pose sur une période de transition à 2025. Je veux bien entendre que la régulation, qu'est-ce qu'on y met derrière, et ça peut ne pas forcément être la solution miracle. Mais entendez bien qu'avec les questions de téléphonie mobile, la question d'obtenir des médecins dans nos territoires ruraux est une question qui préoccupe à la fois les élus locaux et les habitants. Donc il convient quand même de trouver des solutions très concrètes et avec des incitations fortes, très fortes, parce qu'il y a des mesures d'urgence à prendre. Et dernier point, puisque vous ne l'en avez pas parlé, sur les EHPAD, là aussi il y a eu des mouvements de contestation ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme message au personnel de ces établissements? Merci. Merci beaucoup. Monsieur Revet. Oui, merci Monsieur le Président. Madame ministre, je suis aussi de Seine-Maritime, mais en Seine-Maritime, nous avons aussi les problèmes de désertification, que ce soit en milieu rural ou en banlieue de ville. Et donc, je crois que c'est important d'y faire face. Je peux même vous dire que mon propre ancien canton est en rouge de par les statistiques de l'ARS. Alors, deux questions. Vous avez indiqué que le numerus clausus allait augmenter, ce qui est très bien. Mais si on remonte à un certain nombre d'années, et c'est clair que c'était une profession qui est exercée plus par les hommes que par les femmes il y a 30, 40 ou 50 ans. Il y a une féminisation, ce qui est très bien, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de femmes qui s'inscrivent pour une formation, et je trouve que c'est très bien. Le petit problème, et là, c'est qu'on me dit qu'un pourcentage de femmes qui obtiennent des diplômes n'exercent pas ou exercent à mi-temps, ce qui, d'une certaine façon, plus que pour les hommes, peut, j'allais dire, influer sur le numerus clausus et le nombre de médecins. Est-ce qu'on en tient compte dans le numerus clausus? Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes Français qui souhaiteraient s'engager dans des études en vue d'exercer la profession de médecin ne peuvent s'y engager du fait du numerus clausus et vont faire leur formation en Roumanie, voire en Belgique. Il semblerait que ce soit plus difficile pour un jeune Français qui voudrait revenir de s'installer en France que pour un Roumain qui a fait la même formation, dans le même parcours, et qui vient, lui, s'installer en France. Alors, avez-vous des explications sur ce point, ou est-ce que ce n'est pas tout à fait exact? Merci, Monsieur Revet. Monsieur Boyer. Oui, merci, Monsieur le Président. Concernant les maisons de santé, parce que c'est quand même un des points importants qui, aujourd'hui, motive beaucoup d'élus et beaucoup de collectivités pour trouver des solutions. Alors, sur les maisons de santé, il y a deux points. Il y a les moyens bâtimentaires. Et là, les collectivités, que ce soit les communes, les intercommunalités ou les départements, les régions, font des efforts importants en termes de financement. On a par exemple sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, le Conseil régional a mis en place une aide dans le cadre des contrats ruralité de près de 200 000 € pour les collectivités qui engagent des maisons de santé. Mais il y a aussi des moyens professionnels à trouver pour remplir cette maison de santé. Et bien souvent, les choses se font à l'envers. C'est-à-dire que pas mal de collectivités commencent à trouver un bâtiment et après ont du mal à remplir cette maison de santé. Et là, je crois qu'il faut qu'on essaye de trouver des solutions. Vous avez évoqué tout à l'heure, parmi les solutions, et je voudrais que vous puissiez nous préciser les mesures incitatives sur ce dispositif, la possibilité affirmée qu'il y avait d'installations partagées entre le secteur public et le secteur privé. Ça veut dire concrètement
que lorsque un médecin souhaite s'installer, par exemple, sur une maison de santé, il peut être à un poste à mi-temps sur un hôpital de proximité, un hôpital public, et un poste à mi-temps en libéral sur une maison de santé. C'est une question. Je ne sais pas comment ça peut se trouver, mais est-ce qu'il y a des mesures incitatives sur ce plan-là qui peuvent être effectivement intéressantes sur des communes, des petites communes, dans le cadre d'une désertification qui a l'air de se préparer dans les 4-5 années à venir? Merci. Merci beaucoup. Madame Guillotin. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais axer bien sûr mon propos sur l'égal accès aux soins ou les déserts médicaux. Alors, plusieurs choses. Ce que je voulais dire en préalable, c'est que je ne suis pas persuadée non plus que l'étape de la coercition soit une étape absolument indispensable et favorable. Je vais m'expliquer. Je pense que le problème n'est pas tout à fait le problème du médecin une fois qu'il a terminé ses études médicales au bout de 12 années de médecine. On a des médecins qui s'appellent des médecins, pas des docteurs en médecine, en 6e année de médecine. Et ce que l'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'entre la 6e année et la 10e ou la 11e année, lorsqu'ils ont terminé leur cursus, tous ces panels d'internes en médecine sont hospitalo-centrés, le plus souvent sur des centres hospitalo-universitaires, et ils font aujourd'hui tourner la médecine hospitalière de notre pays. Enfin, je pense qu'il est quand même important de le dire. Ils sont, pendant 5 ans, tenus de travailler à l'hôpital avec des horaires, me semble-t-il, et on voit un peu l'état de santé et difficultés qu'ils rencontrent. Ils sont 70 à 80 heures par jour par semaine dans les hôpitaux. Ils font tourner les centres hospitalo-universitaires. Alors, est-ce que l'idée, dans la maquette des stages, ne serait pas de faire sortir un petit peu ces jeunes-là des CHU et des hôpitaux, les mettre sur des territoires qui ont une connotation difficile, de désert, etc., mais qui ne le sont pas toujours, qui sont souvent des terrains de stage agréables, attractifs, dans des endroits ruraux ou des quartiers où ils y trouvent souvent un intérêt, parce qu'ils sont accueillis par des maîtres de stage qui sont compétents, et il faudrait, je pense, travailler sur ce sujet-là, pour que ces 5 années, lorsqu'ils sont encore dans leur cursus, ils soient sur les territoires un peu difficiles. Il faudrait multiplier et inciter énormément les maîtres de stage dans ces territoires ruraux à accueillir ces jeunes médecins, et il faudrait que ces territoires soient équipés de maisons de santé pluriprofessionnelles accueillantes, parce que l'exercice isolé aujourd'hui n'est plus la règle. Et je pense que l'effort à porter, déjà, serait peut-être dans ce domaine-là. Alors, tout ne nous appartient pas. Il y a l'université, bien évidemment, qui doit être dans la boucle, mais ce serait déjà peut-être une façon de, décloisonner tout ce potentiel médical que nous avons et peut-être les responsabiliser sur leur dernière année de stage, par exemple, où ils sont un peu plus en autonomie pour pouvoir effectivement répondre à un accès aux soins. Ça, c'était ma première remarque. La deuxième, je suis une femme. C'est pas tout à fait vrai que ce soit la féminisation des métiers qui font qu'on a besoin de plus de médecins, parce que je pense que les hommes aujourd'hui, tout comme les femmes, ont beaucoup réduit leur temps de travail. Et que ce soit des hommes ou des femmes, tous aspirent à un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Merci. Ensuite, la deuxième, je peux encore... oui, non, peut-être pas. 3 secondes. Allez, ça va être peut-être une autre fois. Alors, donc. Et je crois beaucoup, en fait, on ne réglera pas les problèmes avec les solutions d'hier. Je crois beaucoup en l'innovation. Je crois beaucoup en une nouvelle façon de travailler, et dans l'innovation, y compris avec la télémédecine et la télésanté, je pense qu'il faut aujourd'hui, en tout cas que ce soit passé dans le droit commun est une très bonne chose, mais maintenant il faut vraiment lever les freins et tous les freins. Et j'ai quand même le sentiment que dans la télésanté et la e-santé, on recommence un petit peu à remettre un peu le pied sur le frein, parce que, il me semble-t-il, mais vous me direz peut-être le contraire, Madame la Ministre, il me semble que les actes de télésanté ne sont que dans un espace cadré, c'est-à-dire les patients en ALD, mais pas tous, sur certains territoires, mais pas tous, sur certains aspects de la télésanté, mais pas tous. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui lâcher un peu cette expérimentation de télésanté? Monsieur Bigot. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre. Vous avez souligné, et les différents intervenants l'ont fait également, le fait que on déplore tous la désertification du monde médical et de la difficulté d'offrir un soin à tous nos concitoyens. Elle a des origines multiples sur lesquelles je ne reviendrai pas. Je vais essayer d'être bref parce que j'ai remarqué que le Président était pressé. Donc on va faire court. C'est pour ne pas accabler trop longtemps la ministre qui est déjà très accablée par tous nos propos. Beaucoup de choses ont été dites. On va pas lui demander à faire une séance de rattrapage. Je pense qu'elle ne reviendra jamais.
Voilà, donc entre la coercition et la régulation, on a évoqué un certain nombre de choses. Dans les politiques publiques qu'il faudrait mettre en place, Madame la Ministre, est-ce qu'il est possible d'innover et notamment de mettre en place éventuellement des postes salariés de professionnels de santé, de médecins? Je sais que la médecine libérale doit rester libérale, mais il peut y avoir aussi une palette de professionnels qui puissent également être salariés. Je prends quelques exemples. Les maisons de santé aujourd'hui ont du mal à s'installer, et tout simplement parce qu'il n'y a pas de médecins qui veulent y venir. Et dès qu'il y a un médecin, la maison de santé devient plus vivable. Des maisons de santé pluridisciplinaires, comme ça vient d'être dit. S'il y avait des postes salariés sur un certain nombre de structures de cette nature qui étaient envisagés, à la fois pour des jeunes qui n'ont pas les moyens de s'installer, mais aussi pour des médecins plus âgés qui arrivent en fin de carrière et qui ne veulent plus forcément faire de l'administratif, mais qui veulent faire du soin, je pense que ça donnerait un espace aussi pour permettre de lutter contre cette désertification médicale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur Bigot, d'avoir tenu en 1 minute 33. Et on va terminer par Monsieur Mandelli. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, cela a été évoqué tout à l'heure. Vous avez évoqué dans votre introduction le fait que des médecins de l'hôpital puissent aller, entre guillemets, dans les campagnes, dans les secteurs désertifiés, selon des modalités que vous nous préciserez sans doute. Moi, je suis interpellé par cette remarque ou cette possibilité. Et au travers du Tour de France qui a été effectué, moi, je vais vous emmener en Vendée, dans l'hôpital de Chaland, qui travaille avec celui de Machecoul, avec des urgences qui étaient prévues pour 12 000 accueils et qui sont aujourd'hui plus que saturées à plus de 18 000, en raison essentiellement de la pénurie de médecins traitants dans un secteur proche, dans le nord-ouest vendéen, qui voit sa population multipliée l'été, alors je fais abstraction de cette période, mais par 3 ou 4 en raison de la saison estivale. Et moi, je suis un peu surpris parce que le problème d'une partie de nos hôpitaux, c'est justement cette pénurie de médecins et ces hôpitaux qui font appel à des médecins de garde avec des coûts exorbitants et qui pèsent lourdement sur le budget de ces hôpitaux. Donc je ne vois pas comment on pourrait extraire des médecins de l'hôpital pour les emmener sur le terrain, alors qu'en réalité, c'est l'inverse qui se produit, avec des agences spécialisées qui placent des médecins pour des gardes de 24 heures, avec des montants très très importants que je ne citerai pas, puisque c'est plusieurs milliers d'euros quelquefois, sur certaines journées. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez répondre à toutes ces interventions. Vous avez pu observer qu'à l'exception d'une collègue, mais c'est sans doute parce qu'elle est venue de la Commission des Affaires sociales, l'ensemble des sénateurs membres de la Commission de l'aménagement du territoire, tout groupe confondu, est convaincu qu'il faut sortir de la logique actuelle et qu'il faut, encore une fois, non pas de la coercition, mais de la régulation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et je suis convaincu qu'un jour on y viendra, qu'on sera peut-être même obligé de venir à la coercition, parce qu'on le sait très bien, la situation actuelle, même si ça n'est pas encore sur la place publique, mais est facteur je pèse mes mots, de drame sanitaire. On sait très bien que quand on met parfois plus d'1 an à aller voir un spécialiste, le jour où on a le rendez-vous, c'est peut-être même pas la peine d'y aller quand on a certaines pathologies. Donc le jour où on aura TF1 qui fera un grand reportage là-dessus, à ce moment-là, le gouvernement, quel qu'il soit à cette époque-là, se dira « Ah là là, il est peut-être temps de changer de braquet ». Et moi, j'aimerais simplement qu'on n'attende pas d'en arriver là pour prendre la mesure de la situation. Alors je sais que je ne vais pas vous convaincre, je sais que mes collègues ne vous ont pas convaincu, mais j'aimerais juste que vous répondiez à la question que je vais vous poser. À partir de quel moment vous allez dresser un bilan des mesures que vous avez prises? À partir de quel moment vous considérez que les mesures que vous avez annoncées doivent produire effet? Autrement dit, est-ce que vous attendez des effets positifs de vos mesures? Parce que j'ose imaginer que vous en attendez des effets positifs. Vous les attendez à quelle échéance? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Et si, ce que je ne souhaite pas, c'est les mesures où les effets positifs de ces mesures n'étaient pas au rendez-vous, est-ce que vous considéreriez, j'allais dire enfin, qu'il est temps de changer de braquet? Merci Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs les sénateurs. D'abord, le constat, nous le partageons. J'arrive depuis 8 mois, ça a été ma première priorité que d'engager une réflexion sur un plan d'accès aux soins, et c'est les premières mesures que nous avons annoncées avec le Premier ministre à la rentrée. J'ai travaillé d'arrache-pied avec les services pour trouver toutes les mesures
favorisant des changements de paradigme dont je vous ai parlé et favorisant une libération des énergies pour que le terrain s'organise avec les forces vives présentes dans les bassins de vie, dans les régions, pour pouvoir répondre à nos concitoyens. Donc, ce constat, si je ne l'avais pas fait en arrivant, j'aurais été effectivement coupable. Donc, je suis évidemment à l'écoute des territoires. Alors, je vais tout de suite répondre à votre question, Monsieur le Président Moret, parce que moi, j'ai l'habitude de rendre des comptes. Et dans ma vie, j'ai fait plusieurs plans de santé, notamment le plan cancer, et je n'imagine pas un plan sans indicateurs et sans rendre des comptes. Donc, ça n'est pas une stratégie que j'ai présentée, ça n'est pas une série de mesures. C'est un plan d'accès aux soins avec des indicateurs chiffrés. L'adresse est en charge de faire un T0 de l'ensemble des indicateurs. Ça peut être les temps d'attente, ça peut être la proportion de médecins, ça peut être le nombre de transferts aux urgences. Plein d'indicateurs sont possibles, ils sont en train de les travailler. Deuxièmement, ces indicateurs ils seront rendus publics. Troisièmement, j'ai mis en place un comité de pilotage stratégique du plan avec les élus. Donc il y a dans le comité de pilotage l'ensemble des syndicats médicaux pour qu'ils prennent conscience de la gravité de la situation et s'emparent de ce sujet. L'ensemble des fédérations hospitalières, parce qu'il faut que les hôpitaux participent. Certains hôpitaux ont la capacité de projeter un professionnel de santé un jour par semaine dans tel ou tel territoire pour donner du temps médical. Il y a l'ensemble des professions de santé, tous les ordres, tous les syndicats de toutes les professions, kinésithérapeutes, infirmières, sages-femmes. Parce qu'une sage-femme sur un territoire, elle rend énormément de services à la population. Il faut aussi qu'on arrête de penser 100% médical. Il y a aussi, alors les sages-femmes sont des professions médicales, mais il y a aussi d'autres professionnels qui peuvent intervenir et qui peuvent soulager une angoisse face à nos concitoyens. Tous les pays modernes se sont organisés de façon pluriprofessionnelle pour répondre aux besoins de santé et ont arrêté de travailler en silo avec les médecins d'un côté, les infirmières de l'autre et personne ne se parle. Donc là, il y a un enjeu de répartition des tâches sur les territoires. Il faut aussi un changement culturel sur le terrain, c'est-à-dire de considérer aussi que si une infirmière vient faire un suivi d'une hypertension artérielle et qu'elle rencontre un médecin dans une maison de santé pluriprofessionnelle, on est très bien suivi, sans que ce soit le médecin qui prenne l'attention. Donc voilà, tout ce changement culturel est important. Alors, pour répondre à votre question, il y a au sein du comité de suivi de ce plan l'Association des maires de France, l'Association des maires ruraux, France urbaine, l'Association des régions de France, l'Association des départements de France, et nous avons lancé 3 délégués territoriaux sur le terrain, une sénatrice que vous connaissez, Elisabeth Doineau, un député, Thomas Meignier, et une médecin généraliste, une jeune médecin généraliste, ancienne présidente d'un syndicat de jeunes médecins, Sophie Augros, qui vont sur les territoires pour voir les initiatives de terrain qui permettent de répondre aux besoins. Je vous donne un exemple. Le maire de Pontarlier est venu nous voir et a présenté ce qu'il a fait dans sa région. Pontarlier était en train de se désertifier. Il a créé un cabinet éphémère, c'est-à-dire qu'il a payé des médecins pour venir donner du temps médical, X temps par semaine, dans un cabinet éphémère monté par la mairie. Les médecins se sont organisés, ils se sont coordonnés avec d'autres professionnels de santé, ils ont tellement apprécié l'exercice à Pontarlier qu'ils se sont ensuite organisés pour rester et créer une maison de santé pluriprofessionnelle. Donc il a créé une initiative de terrain. Il s'est rendu attractif, il a aidé à l'installation. Ce que je veux dire, c'est que partout dans les territoires, il y a des gens qui font des initiatives de maisons de santé pluriprofessionnelles attachées à un hôpital, où les médecins font la moitié du temps libéral, l'autre moitié dans l'hôpital ou dans l'EHPAD comme salariés. Toutes ces initiatives existent, elles sont possibles. Donc le plan les prévoit toutes, il facilite tous les modes d'exercice. Il facilite par exemple le fait d'avoir 3 cabinets. Jusqu'à présent, c'était très compliqué d'avoir un cabinet secondaire. Aujourd'hui, si un cardiologue veut donner 3 jours par semaine à un endroit, puis un jour à un autre, puis un jour à un autre, il peut le faire. Donc tout cela est prévu dans le plan. Le plan se réunira tous les 6 mois, les indicateurs seront suivis et je rendrai des comptes. Mais je rendrai des comptes publiquement avec l'ensemble des professions et c'est pour ça que je pense que c'est important à la fois de faire confiance aux acteurs de terrain, les fédérations hospitalières, les médecins libéraux via leurs syndicats et les autres professions. Je leur dis voilà, je vous libère tout ce qui est réglementaire, tout ce qui freine les organisations innovantes. En plus, nous avons dans l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale proposé des expérimentations qui seront financées par la sécurité sociale. Donc il faut que les terrains s'en emparent. Et puis,
si ça ne marche pas, nous verrons dans 1 an, dans 2 ans, ce qu'il est possible de faire. Aujourd'hui, je pense, j'en suis absolument persuadée, sinon j'aurais évidemment adhéré à votre proposition, je pense que l'installation régulée pour une profession sous-dotée, notamment les généralistes, parce que vous avez raison, il y a quelques zones surdotées pour les spécialistes, mais sur les généralistes, vous n'avez pas de zone surdotée. Donc les généralistes sont en sous-nombre dans notre pays, on a besoin d'eux pour la médecine de premier recours, et aujourd'hui je pense que ça ne fonctionnera pas, parce que nous avons une démographie faiblissante jusqu'en 2025, ça n'est pas de ma faute, pas moi qui étais là en 95 pour prendre les décisions. Aujourd'hui, on fait avec. On ne va pas inventer 25 000 médecins supplémentaires. On ne va pas aller chercher ailleurs. Et donc, ce que nous proposons, ce sont des organisations innovantes qui reposent sur l'ensemble des professionnels de santé d'un territoire. Alors après, j'ai beaucoup entendu parler de formation. Beaucoup d'entre vous ont parlé du numerus clausus, de la formation. Donc on est bien d'accord, le numerus clausus a un effet différé. Si on ouvre aujourd'hui, alors on est déjà à 8 000 médecins par an, hein, donc on a repris le rythme de formation des années 70-80. 8 000 médecins par an, moi je ne sais pas ce que seront les besoins en médecins en 2030. Avec l'intelligence artificielle, avec les lectures automatisées d'un certain nombre d'images. Aujourd'hui, j'ai un petit bilan prospectif à faire pour savoir de quel type de médecins nous aurons besoin en 2030-2035. Avant de dire on ouvre largement le numerus clausus. Parce que, est-ce qu'on aura encore besoin d'autant de radiologues, d'autant de biologistes, d'autant d'anatomopathologistes? On voit bien que toutes les lectures d'images aujourd'hui vont pouvoir être totalement informatisé par l'intelligence artificielle. Toutes les innovations aujourd'hui présentées montrent qu'il va y avoir un changement des pratiques considérable. Et donc, pour ne pas me retrouver dans la même situation que les ministres dans les années 95 qui n'ont pas pris les bonnes décisions, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai envie de prendre la bonne décision pour ceux qui seront à notre place en 2030-2035. Donc le numerus clausus, c'est un sujet de nombre, mais c'est aussi un sujet de type de sélection. Quel type de médecins nous voulons sélectionner? Est-ce qu'on les sélectionne sur les maths et la physique? Est-ce qu'on fait rentrer plus de sciences humaines et sociales? Et donc il y a un sujet aussi de formation. Les études de médecine aujourd'hui ne sont plus du tout adaptées aux pathologies chroniques, à l'exercice coordonné pluriprofessionnel, à l'exercice rural. Et on l'a dit, on veut ouvrir des stages, puisque dans le plan, il y a l'ouverture de stages en maison de santé, chez les médecins libéraux, à la fois pour les externes et les internes. C'est déjà prévu, c'est financé. Donc nous ouvrons à l'exercice professionnel de demain. Et le Premier ministre et moi-même avons présenté hier un plan de transformation global de notre système de santé dans lequel l'enjeu de la formation a bien été pointé, et nous proposerons une loi en 2019 sur l'ensemble des études médicales, c'est-à-dire numerus clausus, premier et deuxième cycle des études de médecine et examen classant national, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, un étudiant qui a 0 à l'examen classant national en fin d'études va avoir un poste d'interne. Je ne suis pas sûre qu'aucun d'entre nous ne serait très en sécurité d'être traité par un interne qui a eu 0 à un examen national. Donc il y a un sujet, il est pris en compte, les annonces ont été faites hier. Je n'ai pas encore annoncé que nous ouvrions largement le numerus clausus, une concertation débute, mais avant de l'ouvrir, posons-nous les bonnes questions pour la médecine de 2030-2035, parce que c'est ça la projection que nous devons faire. Ensuite, beaucoup m'ont parlé des maisons de santé pluriprofessionnelles. Clairement, c'est la médecine de demain. Et le Premier ministre l'a annoncé hier dans le plan global de transformation. L'exercice isolé ne sera probablement plus la règle. Nous devons nous coordonner avec les autres professionnels de santé pour répondre aux pathologies chroniques, pour répondre aux patients vieillissants. Et les maisons de santé sont une solution. Les centres de santé où les médecins sont salariés sont aussi une solution. Mais tout nous montre qu'une maison de santé ou un centre de santé n'existe sur un territoire que s'il est porté par un projet médical et un leader médical. Et donc, vous posez la question de la régulation, ça pose la question de l'incitation d'un médecin à porter un projet dans un territoire donné. On peut toujours dire qu'il faut des maisons dans tel ou tel endroit. Si aucun médecin ne veut s'investir dans une maison, donc tout repose sur l'incitation des médecins. C'est la raison pour laquelle nous allons beaucoup augmenter le nombre de stages d'internes de médecine générale et d'externes en zone
rurale, en médecine libérale, dans les maisons de santé pluriprofessionnelles pour qu'ils prennent le goût à cet exercice. Et évidemment, nous allons travailler avec les jeunes médecins pour les inciter à proposer des projets coopératifs pour créer des maisons de santé, parce que je pense que ça répond beaucoup mieux aux aspirations de l'ensemble des professionnels aujourd'hui et aux besoins de la population. Donc nous avons prévu un budget de près de 400 millions d'euros dans le grand plan d'investissement pour aider les maisons de santé pluriprofessionnelles à se créer sur le territoire, mais rien ne pourra se faire sans un projet médical et un leader médical. D'ailleurs, nous avons demandé aux ARS de travailler sur le terrain avec les élus pour identifier les territoires en très grande tension et pour travailler avec les doyens pour engager les jeunes médecins à proposer des projets. Parce que force est de constater que les jeunes médecins s'installent de plus en plus tard. La moyenne d'installation maintenant est plutôt vers 35 ans, parce qu'ils n'ont plus envie tellement de s'investir dans ce qu'ils appellent un exercice très administré, où il y a beaucoup de paperasse, où il y a beaucoup de papiers à faire. Et nous avons un enjeu de simplification des procédures. Nous avons d'ailleurs lancé une mission de simplification pour les aider à s'installer. Beaucoup de questions sur l'hôpital. L'hôpital subit des rabots depuis des années. Il m'est apparu très clairement que la T2A n'était pas un mode de financement valorisant pour les équipes et font perdre le sens de la mission. Et donc, nous allons mettre en œuvre ce que le président de la République avait dit, c'est-à-dire diminuer à 50% la part de T2A dans les financement des établissements de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons trouver 50% de financement autrement. Dans le autrement, il y a des forfaits que l'on peut mettre en place, notamment pour favoriser la médecine ambulatoire qui aujourd'hui dessert l'hôpital. Quand un hôpital s'engage dans de la médecine ou de la chirurgie ambulatoire, il est perdant financièrement, donc il faut qu'il soit gagnant, parce que tout le monde sera gagnant à l'arrivée. Et puis il faut que l'hôpital s'insère dans son bassin de vie. Et aujourd'hui, l'ensemble des financements très en silo ne favorisent pas les coopérations entre la ville et l'hôpital, ne favorisent pas les parcours coordonnés des malades. Et donc nous avons annoncé hier avec le Premier ministre que nous allons modifier les modes de tarification à la fois de la médecine hospitalière mais aussi de la médecine de ville pour aller vers des tarifications au parcours qui intéresseront l'ensemble des professionnels autour d'un parcours de santé, notamment pour les pathologies chroniques, mais qui intéresseront aussi l'hôpital et éventuellement le secteur médico-social, parce qu'on voit bien que les EHPAD ont des besoins en soins qui augmentent aujourd'hui et doivent être inclus dans un bassin de santé. Donc ces réformes vont être menées sous l'égide du ministère de la Santé en lien très fort avec l'assurance maladie, puisque ça va concerner la tarification des médecins libéraux, la rémunération des médecins libéraux, mais nous allons aller vers une tarification diversifiée à la fois pour l'hôpital et la médecine libérale pour favoriser les coopérations et les interactions entre professionnels. Alors on m'a parlé de... Excusez-moi, Monsieur Mandelli, vous m'avez parlé des coûts des intérimaires pour l'hôpital. Nous avons tout à fait vu ce problème. Ça concerne pas toutes les disciplines, essentiellement l'anesthésie et les urgentistes. J'ai signé un décret le 24 novembre dernier pour plafonner les rémunérations des intérimaires pour éviter justement qu'on ait des médecins mercenaires, comme c'est le cas actuellement, ce qui coûte très très cher aux hôpitaux. Et donc ça a été largement encadré maintenant pour réduire cette pratique qui est très délétère, évidemment, à la fois pour les équipes et pour les budgets. Beaucoup ont parlé de manque de courage ou du lobby des syndicats. Moi, je ne suis pas là pour défendre les syndicats médicaux. Je suis là pour répondre aux besoins de santé de mes concitoyens. Si je pensais que mon plan ne marchait pas, j'aurais proposé autre chose. Je n'ai qu'un devoir aujourd'hui, c'est de répondre aux enjeux et aux besoins. Le risque de crise sanitaire que vous évoquez, je l'ai en tête évidemment, mais je pense que les réponses que j'apporte sont des réponses du XXIe siècle. C'est-à-dire comment modifier l'exercice médical pour répondre à ce que doit être la santé de demain. Et comment on intègre par exemple plus de prévention, comment d'autres professionnels de santé participent à la prévention, comment on favorise les coopérations et pas les compétitions entre professionnels. C'est ce que nous avons proposé hier avec le Premier ministre, qui est un plan global de transformation de notre système de santé.
voilà, l'objet n'est évidemment pas de protéger une profession plutôt qu'une autre. Je pense que ça n'est pas le sujet et vous verrez, Monsieur le Président, que je ne manque jamais de courage. Je crois l'avoir déjà prouvé dans le premier PLFSS, notamment sur les enjeux de santé. Alors, sur la PACES, Madame Sollogoub, pardon, vous avez parlé de l'ouverture de PACES de proximité. Sachez que c'est déjà fait et nous le poussons. C'est fait, je crois, au Havre, par exemple, où il y a une PACES de proximité. C'est fait dans quelques régions. C'est fait, par exemple, à Corté pour la Corse, pour que les jeunes Corses n'aient pas à aller sur le continent. Il faut favoriser, évidemment, un accès aux études de médecine pour les zones rurales et l'ouvrir. Et une des questions qui va se poser pour le numerus clausus, c'est peut-être d'adapter le numerus clausus en fonction des facultés et des territoires. On a peut-être besoin de moins de formation de médecins à Paris et un peu plus en province. Donc, tout ça va être mis sur la table dans la réforme des études de médecine. Nous commençons les négociations, on l'a annoncé hier. Donc, nous commençons les négociations, notamment avec les syndicats de jeunes médecins et d'étudiants, mais pas que. Et donc, le chantier s'ouvre. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas tout à fait suivi les propositions que nous avons faites hier avec le Premier ministre, que nous lançons une concertation sur 5 grands chantiers: la qualité et la pertinence des soins, la tarification de l'hôpital et de la médecine de ville, le numérique, pardon, la e-santé, et comment équiper tout le territoire correctement, parce que bien sûr, la fracture que vous évoquiez, Madame, c'est un des premiers sujets que nous avons discuté avec Mounir Majoubi, parce qu'on peut vouloir développer la télémédecine, mettre de la télémédecine dans tous les EHPAD, et je rassure la personne qui m'a posé la question, oui, un financement est prévu de 30 000 € par EHPAD pour équiper en télémédecine tous les EHPAD. Ils peuvent tout à fait y accéder aujourd'hui, mais tout ça ne peut exister que si les territoires sont équipés, et nous avons évidemment bien cela en tête avec le secrétaire d'État au numérique. Donc, troisième chantier, je l'ai dit, le numérique. Quatrième chantier, les ressources humaines, avec notamment l'ouverture d'une concertation sur les études de médecine pour aboutir à une loi qui changera la nature des études de médecine en 2019, et une concertation également sur les ressources humaines à l'hôpital, que nous commençons pour une fin de concertation fin mai. Et cinquièmement, l'organisation territoriale. L'idée est d'arrêter d'observer ces établissements qui sont en compétition les uns avec les autres, et d'organiser les territoires en filières de soins avec le public, avec les GHT, avec la médecine libérale, avec les EHPAD, proposer une gradation des soins. Il faut dire clairement à nos concitoyens, nous ne ferons pas tout partout. Nous ferons de la médecine de premier recours là où elle est nécessaire, de la médecine d'excellence avec des plateaux techniques de haute technicité dans d'autres endroits, parce que c'est un leurre de penser qu'on peut, vu la technicité aujourd'hui de la médecine, proposer dans tous les centres hospitaliers de la médecine de pointe. Donc il faut grader les soins, et pour grader les soins aujourd'hui, il faut que les financements favorisent les coopérations interétablissements, ce qui n'est pas le cas avec la T2A actuellement, et tout se tient. Donc c'est une réforme globale, un grand chantier que nous lançons avec le Premier ministre, fin de concertation fin mai, et un plan qui sera proposé cet été, probablement par le Président de la République. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, je vais simplement vérifier. Vous n'avez pas tout à fait répondu à la mienne sur la question de savoir si vous attendez des résultats à 2 ans, à 3 ans ou à 5 ans. Mais ça va dépendre des indicateurs et ça va dépendre des mesures. Certaines mesures ont nécessité des arrêtés ou des décrets. Ils viennent d'être pris, ils ont été publiés au JO en janvier. 2 ou 3 mesures nécessitent des modifications législatives et je dois trouver un vecteur que j'espère trouver avant l'été. Donc, en fonction du type de mesure, évidemment, le déploiement sera plus ou moins rapide. Par contre, j'ai demandé aux ARS, et je les vois tous les mois, sur ce sujet, de prendre ce chantier en main comme leur priorité numéro 1. C'est-à-dire qu'elles m'ont fait remonter à ma demande une feuille de route pour m'expliquer comment elles vont négocier dans les territoires, comment elles associent les élus et les professionnels de santé des territoires pour animer une réflexion sur chaque bassin de vie en tension et proposer des solutions innovantes avec les élus et avec les professionnels. Donc j'attends leur remontée dans le cadre du comité de suivi.
Je pense que les 3 délégués territoriaux sont extrêmement attentifs à ce que cela se mette en place de façon très proactive. Et nous allons évidemment rendre compte indicateur par indicateur du déploiement du plan. Je peux vous demander quelles sont les mesures qui nécessitent un vecteur législatif? Alors, les assistants partagés, par exemple, il y a 26 mesures. Alors, les assistants partagés entre l'hôpital et la ville. Voilà. Donc aujourd'hui, on a créé, par exemple, on a financé plusieurs centaines de postes d'assistants partagés qui visent à ce que, en fait, des chefs de clinique ou des assistants qui vont dans les hôpitaux aujourd'hui aient un mi-temps à l'hôpital et un mi-temps en zone sous-dotée dans un territoire. Ces postes-là n'existent pas, c'est une pratique qui n'existe pas. Les chefs de clinique sont purement hospitaliers. On a prévu 200 postes cette année, je crois. Donc ces 200 postes cette année, il faut un vecteur législatif. Par exemple, la mesure sur... Oui. La mesure sur prenez le micro pendant que ce sera mieux. Par exemple, une mesure que vous mettez en avant qui est de favoriser les médecins sur le territoire, dont les médecins retraités. On a augmenté le plafond de retraite à 40 000 et c'est un décret en fait qui est actif dès maintenant. Donc du coup, en fait, des médecins peuvent en bénéficier et peuvent rester sur le territoire avec une exonération des charges. Donc en fait, effectivement, il y a 26 mesures, c'est très complexe. C'est pour ça que vous répondre de façon claire sur les indicateurs est compliqué et qu'on vous présentera tous les indicateurs de façon détaillée. On n'y manquera pas. Voilà. Bon, donc en clair, dans 2 ans, dans 3 ans, ça ira mieux. Je ne sais pas comment répondre à votre question, qui est un peu sarcastique, Monsieur Morel. Je ne souhaite pas pouvoir dire... sarcastique. C'est une question du terrain, et je pense que chacun de mes collègues ici se la pose. Votre plan va produire des effets positifs, vous nous l'avez dit. On va pouvoir les sentir quand, concrètement? À quelle échéance vous pensez que ce sera plus facile d'avoir un rendez-vous sans attendre des mois, voire davantage dans certains cas? Voilà. Est-ce qu'à votre avis, il faut 3 ans, 5 ans, 10 ans C'est pas du tout sarcastique. Hein. J'ai posé à peu près la même question ce matin à monsieur de Normandie avec la téléphonie mobile, parce qu'on nous annonce là aussi plein de pylônes partout, 5 000, 10 000, 20 000, mais on ne sait pas concrètement à quelle date, dans tel village, on va pouvoir utiliser son téléphone. Ben là, c'est pareil. Un plan, c'est formidable, mais à quelle échéance on peut dire ça va s'arranger? Alors, monsieur de Normandie a signé avec les opérateurs. C'est plus facile de signer avec 3 opérateurs de téléphonie mobile. Vous voyez, il n'arrive pas non plus à répondre à ma question. Qu'avec 8000 médecins qui sortent par an du territoire, plusieurs milliers de communes. Et voilà. Donc, ce que je souhaite, c'est que les indicateurs montrent des progrès dès le prochain comité de suivi. J'en rendrai compte publiquement. Donc, vous aurez toujours le loisir de me rappeler devant cette commission si le plan ne tient pas ses promesses. Après, des indicateurs chiffrés, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils soient en évolution favorable. Tous. Maintenant, je ne peux pas aujourd'hui dire pour l'ensemble des territoires français, parce qu'ils sont multiples, ils sont divers, et je ne peux pas m'engager de la même façon pour la Guadeloupe ou pour la Corse ou pour une zone périurbaine. Probablement, les dynamiques ne seront pas les mêmes sur chaque territoire. Et donc, voilà, j'espère pouvoir vous apporter des données chiffrées tous les 6 mois pour montrer l'évolution de ce plan. Peut-être dernière question à laquelle je n'ai pas répondu sur les EHPAD. Les EHPAD, beaucoup m'ont interpellé sur la difficulté actuelle. Vous le savez, la difficulté actuelle a été acutisée par un changement de tarification. L'État met beaucoup d'argent sur la partie soins. Et on voit bien que c'est la partie dépendance aujourd'hui qui pose problème. Elle est assurée par les départements et elle est inégalement répartie sur le territoire puisque la part individuelle d'APA que chaque département dépense aujourd'hui varie de 1 à 2,5 pour une personne. Donc on voit bien qu'il y a un sujet de dépendance. Je souhaite ouvrir le chantier de la dépendance dans les mois qui viennent. C'est un immense chantier qui n'a pas été ouvert depuis des années et nous savons évidemment que c'est le chantier des 50 prochaines années puisque nous allons avoir un nombre de personnes âgées de plus de 85 ans qui va dépasser les 5 millions en 2050. Donc c'est un sujet d'avenir.
Voilà pour l'audition d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui s'est exprimée essentiellement sur le problème des déserts médicaux devant les sénateurs de la commission de l'aménagement du territoire. La ministre qui refuse toujours les mesures coercitives pour obliger les médecins à s'installer durablement sur ces zones. En revanche, elle propose par exemple le partage du temps médical, l'envoi sur des durées limitées de médecins par les hôpitaux dans ces zones sous-dotées. La ministre s'est également exprimée sur la question du financement des hôpitaux. Elle s'est notamment prononcée en faveur d'une tarification à l'offre de soins, au parcours de soins, pour mieux reconnecter l'hôpital à la médecine de ville. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.